Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, bienvenidos y muchas gracias por estar el día de hoy en esta conferencia. Les presento a la profesora Maud Laetier. ¿Je peux dire ça? Oui. Okay. La profesora entiende un poco el español, pero va a hablar en francés. Yo voy a traducir lo que sea necesario. Y de todas maneras, lo que ya hicimos para facilitar la comunicación es que el PowerPoint que ella preparó ya lo tradujimos al español. Entonces ella va a ir hablando, ustedes van a ir viendo en la pantalla la traducción y las especificaciones o los comentarios adicionales. Trataré de irlos traduciendo de la manera lo más fiel posible. Y por supuesto, para el momento de los comentarios, ella puede entender español, yo puedo traducir lo que no haya quedado claro y por supuesto, sobre todo, traducir las respuestas o los comentarios que ella dé. Entonces, solamente para que no se sorprendan si le empiezan a escuchar hablar en francés, todo lo que ella diga o bien va a aparecer traducido en la pantalla o bien yo lo voy a traducir. Nada más, entonces empiezo por comentarles la imagen inicial de su PowerPoint. Abajo dice la unión hace la fuerza y es como el lema de la bandera de Haití. La profesora Maud viene de Francia. Ella forma parte de un centro de investigación que se llama URMIS, que significa Unidad de Investigación sobre Migración y Sociedad. Es profesora en la Universidad de París Diderot y es investigadora del IRD, el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Ella ha sido profesora también en Haití, en donde vivió varios años, habla creol y en Haití ha dado clases principalmente sobre la antropología en Haití y acerca de Haití y se ha especializado en la migración haitiana. Creo que es importante aclarar que es la primera vez que Maud viene a Tijuana, entonces ella no es especialista en la migración de haitianos hacia Tijuana, pero por supuesto le interesó mucho venir y a nosotros nos interesa mucho escucharla, porque lo que ella ha trabajado es, digamos, los antecedentes, lo que hubo antes de la llegada de los haitianos a Tijuana. Entonces nos va a hablar un poco más en un contexto más amplio, tanto en términos históricos como en términos geográficos, de lo que ha sido la movilidad de los haitianos hacia otros lugares y, por supuesto, en periodos anteriores. En el tiempo que ha estado Maud aquí, ha podido conocer un poquito la situación de los haitianos en Tijuana, pero es apenas, digamos, unos primeros pequeños encuentros. Entonces, el trabajo se va a centrar más bien en lo que serían los antecedentes de la llegada de los haitianos a Tijuana. Y por supuesto después nos encantará conversar con ustedes y que ella pueda intercambiar opiniones con toda la sala. ¿Uy? ¿C'est bon? ¿Otra cosa? Non, non. Ok. Je peux même partir, hein, t'as tout dit. Je suis désolée, je vais m'exprimer en français parce que sinon mon espagnol est catastrophique. Je commence par dire merci à Olga, merci au COLEF pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici, dans cette salle avec vous. Je suis ravie d'être à Tijuana. Je suis ravie d'être au COLEF et je suis ravie de découvrir la situation des Haïtiens à Tijuana, situation nouvelle qui pose des nouvelles questions au regard de la problématique migratoire en Haïti et à partir d'Haïti, puisque moi j'ai travaillé donc effectivement sur la question migratoire des Haïtiens. Alors en Haïti, c'est certain, les enjeux des migrations en Haïti, et aussi j'ai travaillé longtemps en Guyane, au Brésil, au Suriname, sur la question de la circulation des migrants haïtiens dans ces espaces. Mais je vais vous présenter aujourd'hui les travaux que j'ai déjà faits, les pistes de recherche que j'ai déjà développées. Tu vois, ça, il va falloir que tu traduises. En sachant que tout ce que je vais vous présenter là, c'est assez synthétique. C'est autant de pistes de recherche sur lesquelles, bien sûr, je peux répondre s'il y a des questions qui se posent. Mais là, c'est effectivement un tableau un petit peu général que je vais vous présenter. Donc, je ne sais pas si tu veux... Je te laisse traduire, ouais. sinon ça va être compliqué. Ouais, ouais. Ok, bueno.
voy a hacer una síntesis sobre todo de los agradecimientos. Agradece a la invitación al COLEF. Le da mucho gusto estar en Tijuana, entre otras cosas porque la migración de haitianos en Tijuana abre nuevas preguntas de investigación y permite plantearse de otra manera algunas de las pistas de investigación que ya se habían trabajado anteriormente. Ella había trabajado sobre migración haitiana principalmente en la Guyana, en Brasil, en Surinam, y por supuesto este nuevo destino migratorio permite abrir nuevas preguntas y reflexionar sobre otros elementos. Entonces, lo que va a presentar ahora va a ser algo muy sintético, es como un panorama nada más con las pinceladas más generales de lo que ella ha estado trabajando. No va a profundizar sobre los diferentes temas, más bien va a presentar cuáles son algunas de las principales líneas de investigación que se han trabajado para a partir de ahí poder también discutir con ustedes. Ah, on n'entend pas? Oui, ouais. on entend, mais on n'a pas Ok, excusez-moi. Donc, je vais commencer par, tu peux lancer la première, préciser que Haïti, peut-être le savez-vous déjà, est un pays, voire le pays de la Caraïbe, du bassin caribéen, d'où on émigre le plus. Néanmoins, la migration est un objet qui est peu investi en Haïti, peu investi par les sciences sociales, par l'anthropologie, par la sociologie, pour différentes raisons, alors que c'est une question qui a une acuité politique, sociale, identitaire et bien sûr économique extrêmement forte. C'est un des phénomènes sociaux les plus marquants du XXe siècle haïtien, notamment la deuxième moitié du XXe siècle, mais je vais développer. Parce que l'immigration haïtienne est massive à compter de la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, vers Cuba et la République dominicaine, en sachant que Haïti, vous le savez, partage l'île avec la République dominicaine. C'est en lien avec l'expansion des capitaux étrangers, des capitaux notamment américains, en sachant qu'en Haïti, entre 1915 et 1934, les États-Unis occupent le pays et c'est une période importante puisque des départs, des migrations se mettent en place à partir d'Haïti, mais c'est surtout, là je ne l'ai pas écrit, c'est surtout une période très importante parce que va naître tout un mouvement dit de nationalisme culturel, aussi bien intellectuel que social, qui va transformer, qui va contribuer à transformer la société haïtienne. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails historiques avant la première moitié du XXe siècle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir des années 70, émergent des nouveaux acteurs de la migration qui n'appartiennent pas aux couches favorisées de la société, de la population. Et très on a entre les années 40-50 des premières migrations scolaires. Les gens vont étudier aux États-Unis, en France et un petit peu au Canada. Mais à partir des années 70, la migration n'est plus réservée à une élite socio-économique et les départs s'organisent. Certes, vers les États-Unis, c'est les années 60, fin 60, début 70, 72, la question des boat people, avec la question des réfugiés politiques qui va se poser, mais aussi vers le Canada, vers les Bahamas, vers les îles turques et Caïcos, vers le Venezuela, vers la France et notamment les départements français d'outre-mer, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique. Et ces mouvements-là sont, comment dirais-je, précèdent, et on va voir comment ils précèdent, les mouvements plus récents qui s'organisent vers le Brésil, le Chili, le Pérou et aujourd'hui le Mexique. On va y revenir. Donc, les années 70, nouvelles modalités de la migration, nouvelles conditions, je vais trop vite, du développement en Haïti, je vais trop vite. Non, ça va, mais il va falloir me laisser un petit Mais c'est pas écrit, c'est écrit? Non? Bon, ok. Donc, d'accord. Ok, bueno, además de lo que ya está en el PowerPoint, Maud insiste en la importancia de que la migración ha sido invisibilizada en Haití, a pesar de que es el país del Caribe de donde más emigración hay. No se habla de la migración, no se estudia la migración, es un tema del que hay poca visibilidad a pesar de su importancia. También les recuerda que Haití es una isla que está compartida con la República Dominicana y que hasta los años 70 principalmente la migración que hay es migración de élite, son migración principalmente de estudiantes
y que es posteriormente, que esto va a preparar un poco los movimientos migratorios posteriores, pero que hasta los años 70 principalmente quienes migran son las élites. Donc, Creo que lo demás está en el PowerPoint. Ça signifie, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les Haïtiens sont un des groupes de migrants les plus nombreux dans plusieurs territoires de la Caraïbe. Même ici au Mexique, c'est une présence nouvelle, mais ailleurs, et on va voir comment c'est structuré, c'est déterminant, cette présence haïtienne, elle est suffisamment importante pour que les Haïtiens soient le groupe de migrants parmi les plus nombreux. Sí, entonces, como hay una emigración muy importante desde Haití, hay una presencia muy importante de haitianos en los diferentes puntos del Caribe. Oui, Ok, bueno, si quieres continuer. Ouais, bon. Donc, alors, quelques éléments informationnels. Hein. Il faut savoir qu'Haïti, alors, Haïti, c'est un tiers de l'île totale, compte 11-12 millions d'habitants. Bon, les recensements sont difficiles en Haïti. Hein. Et sur ces 11-12 millions d'habitants, on estime, là aussi, à peu près que 2 millions sont en dehors du pays. Évidemment, ça ne compte pas les descendants, les enfants des migrants. Alors, en créole haïtien, puisque on pourra revenir dessus, parce que peut-être vous aurez des questions, la langue créole, elle est, je veux dire, 100% de la population haïtienne parle le créole, et très peu nombreux s'expriment en français, mais bien sûr, on dit néanmoins qu'on parle français. Donc le créole est la langue, même s'il y a 2 langues officielles, le créole est la langue des Haïtiens, et il y a beaucoup de proverbes, de dictons populaires qui disent qu'on est haïtien, on parle créole, et ça, c'est très important. 100% de la population parle créole, y compris les francophones. Tout le monde est créolophone, mais tout le monde n'est pas francophone en Haïti. Sí, una aclaración importante respecto al idioma hablado en Haití. Si bien es cierto que tanto el francés como el creol son lenguas oficiales, la totalidad de la población haitiana habla creol y no todo mundo habla francés. Si bien hay una parte importante de la población que habla algo de francés y que probablemente van a decir que hablan francés, realmente la lengua en la cual la gente se expresa, la lengua en la que se comunica cotidianamente es el creol, no el francés. Avec une dimension, alors je fais une parenthèse, avec une dimension identitaire très forte. Hein, le créole véhicule une dimension identitaire très forte. Néanmoins, celui qui ne parle que créole est largement stigmatisé en Haïti parce que le français représente la langue de l'élite, la langue qu'on doit parler pour apparaître, entre guillemets, civilisé. Donc, cette logique-là, elle est reproduite dans les différents espaces de migration des Haïtiens. Sí, el creol también es un referente de identidad muy importante. Entonces, esta gran importancia de la identidad a través del creol es un poco paradójica por el hecho de que también está muy estigmatizada. Entonces, el hecho de no hablar francés es estigmatizante, aunque al mismo tiempo la identidad haitiana se reivindica o se expresa en el hablar créole. Ok, donc en créole, on parle, pour qualifier un migrant, on parle de moun diaspora ou de diaspora. Évidemment, c'est à entendre dans un sens émique. Je te laisse traduire. Ok, bien. Para hablar de los haitianos se habla de la diáspora y este término mun diaspora quiere decir, es un término que viene desde adentro, es decir, para autodesignarse a ellos como los haitianos de la diáspora. Ouais, alors en fait, je vais suivre mon PowerPoint, mais ça me fait penser à une chose. Et alors, le mot diaspora en Haïti, il est aussi très ambivalent, parce que si on est fier d'être diaspora, parce qu'encore une fois, l'imaginaire migratoire en Haïti est très fort et bon nombre de personnes cherchent à quitter Haïti, donc si on est fier de se revendiquer comme diaspora, diaspora peut aussi être, comment dirais-je, non pas une insulte, hein, mais quelque chose de dépréciatif, puisque on cherche à faire diaspora, on cherche à se montrer supérieur à celui qui n'est pas diaspora. ¿C'est clair, mon histoire? Sí. También el término de diáspora es un término ambivalente, porque por una parte, si bien es cierto que hay un interés por emigrar y hay una búsqueda por salir de Haití, también el hablar de la diáspora de manera despectiva
hace que no siempre tenga este sentido positivo el término o el autodenominarse como alguien de la diáspora. Donc, les diasporas, ce sont ceux qui vont l'autre bout de l'eau, c'est-à-dire de l'autre côté de l'eau parce que c'est une île, comme ici, c'est de l'autre côté du mur. Bon, voilà. Et voyager, c'est le mot créole pour dire migrer. Alors, en Haïti, on a aussi... Ah, bah c'est écrit quand même. No, mais... Okay. No. Sí, al igual que aquí decimos el extranjero es el del otro lado, en Haití también dicen el extranjero es el del otro lado, nada más que ahí le agregan el del otro lado del agua, porque como ustedes saben, estamos hablando de una isla. Entonces, lot bot lo, que es el término para referirse al extranjero, literalmente significaría el del otro lado del agua. Entonces, igual, el del otro lado, ese es su otro lado. Donc, chercher la vie, quand quelqu'un nous dit, bon, ça va, je vais pas parler, chercher la vie, c'est, bon, bah, mais c'est ça, c'est plus que la traduction française ou peut-être espagnole. De chercher la vie, en fait, c'est trouver la vie. Parce que, encore une fois, l'imaginaire migratoire est tellement fort en Haïti, c'est qu'on peut trouver la vie, bien sûr, il faut la chercher, mais on peut trouver la vie uniquement en dehors d'Haïti pour beaucoup de migrants. Et ça explique le maintien des réseaux migratoires. Mais bon, c'est un détail. On passe à la... Bueno, el último detalle creo que está bien explicado. Nada más insiste Maud en que la idea de emigrar, como ir a buscar la vida, pues de alguna manera hace sobreentender que solamente fuera de Haití se puede encontrar la vida, que es la única manera de encontrar la vida. Voilà. Alors, on parle de diaspora, on parle aussi de 10e département. Pourquoi? Alors, jusqu'en 2005, je n'ai pas écrit, le pays était... J'ai une carte après. Le pays était divisé en 9 départements et le 10e département, c'était tous les Haïtiens à l'extérieur d'Haïti. Alors, c'est un territoire virtuel, un prolongement territorial légitimé donc par la présence haïtienne, par au-delà des frontières nationales, par le fait par tous ces pays. Le 10e département est composé de tous les pays autres qu'Haïti où se trouvent des Haïtiens qui revendiquent une appartenance nationale. Ça veut dire qu'en 1995, le président Jean-Bertrand Aristide, qui a aussi posé suffisamment de problèmes pour qu'il y ait beaucoup de vagues migratoires qui se mettent en place, a créé le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Bon, c'est la loi du 25 janvier 1995. Dans les faits, c'est une coquille vide. Mais ça existe, c'est quelque chose qui va, soi-disant, promouvoir les liens, les relations entre l'extérieur et l'intérieur. Alors, tout récemment, enfin il y a 4 ans maintenant, on est quoi là, 2017, il y a 4 ans, on a mis en place une taxe sur chaque transfert qui arrive en Haïti. Chaque transfert, donc comptabilisé, hein, évidemment, l'argent qu'on envoie par les maisons de transfert qui est d'1,50 $. Voilà, ce ministère-là, il n'a pas fait grand-chose d'autre, mais il existe, c'est une pseudo-reconnaissance de la présence des Haïtiens à l'extérieur du pays. Sí. Bueno, nada más insiste en que, como pueden ver, se creó el Ministerio de los Haitianos en el exterior, pero que en realidad es más un membrete, que no es realmente un ministerio que haga cosas, es fundamentalmente solamente una concha vacía, es el puro cascarón, ¿no? Algo que también dijo al principio es que más adelante va a venir el mapa, pero como ustedes habrán intuido, si a los extranjeros les llaman el 10º departamento es porque el país está dividido en 9 departamentos. Enseguida viene la imagen con el mapa. Alors, le poids économique des migrants est, alors, à l'échelle haïtienne, bien sûr, important. On a 2 milliards de transferts par an. Alors, le Mexique a, je crois, combien vous avez 22, 28 milliards. C'est 10 fois plus à minima. Mais au regard de la population d'Haïti et du niveau de vie en Haïti, c'est très important. Et ces transferts ont progressé assez massivement après le séisme, le tremblement de terre du 12 janvier 2010, mais je vais y revenir. Donc, le poids économique des migrants est très important dans les recompositions de la société civile, dans la politique, dans la formation d'un espace public et dans les actions de développement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est bon ?
Alors, ces réseaux migratoires, ils s'expliquent aussi par, enfin, le maintien des réseaux migratoires s'explique par les réseaux de parenté, mais aussi par l'importance de l'origine régionale. Alors, c'est un élément très important, puisque quand on va voir la carte d'Haïti, je pourrais peut-être la montrer maintenant, mais je ne sais pas où elle est. Les choses changent, mais pendant très longtemps, pendant plusieurs décennies, à chaque région en Haïti correspondait plus ou moins un espace de migration. Le nord d'Haïti était principalement en direction des États-Unis, ce qui reste le cas. Le sud, la péninsule sud, voilà. Le sud d'Haïti était principalement en direction tantôt de la France métropolitaine, mais surtout des Caraïbes et des Caraïbes, enfin des départements français dans la Caraïbe. Bon, j'y reviendrai. Or, aujourd'hui, d'après les observations que j'ai pu faire à Tijuana, cette carte est complètement brouillée. C'est-à-dire que les gens, les migrants haïtiens qu'on a rencontrés à Tijuana viennent aussi bien des Gonaïves, du Cap, que c'est la deuxième ville du pays, de Saint-Marc, de l'île de la Gonâve, et quelques-uns viennent d'Aquin et de Miragoâne, qui n'est pas sur la carte, mais qui est là. Alors, j'y reviendrai, mais en sachant que la première étape des déplacements, c'est Port-au-Prince. Ok, sí, perdón, ahora sí, lo que no venía en el PowerPoint es que las redes migratorias en Haití se construyen, igual que en cualquier otro lugar, a partir de los vínculos de parentesco, pero que en el caso de los haitianos había una relación muy directa entre el lugar de origen y el lugar de destino. Entonces, la gente del norte de Haití migraba principalmente hacia los Estados Unidos, la gente del sur iba principalmente hacia Francia y hacia el Caribe, pero en particular dentro del Caribe a los territorios vinculados, digamos, a los territorios de Francia en el Caribe. Y en cambio algo especial, diferente que está sucediendo ahora, es que por lo que ha podido ver hasta ahora, por lo que ha podido conversar con los haitianos en Tijuana, aquí hay personas de absolutamente todas las regiones. Entonces, las redes que antes iban, se diversificaban en función de los destinos, se están juntando ahora en Tijuana. Entonces, pueden venir de experiencias migratorias diferentes. On a même des gens qui sont à Tijuana qui viennent de la frontière. Pourquoi? Parce que bien souvent, ils sont passés par la République dominicaine pour entrer, alors non pas au Brésil directement, mais au Pérou, au Chili, au Brésil et après remonter. Alors, c'est... Ouais. Sí, también incluso algo que es muy atípico de las etapas anteriores es que personas que estaban ya en República Dominicana regresan a la frontera para volver a emigrar, no a través de Brasil, sino a través de Ecuador. Équateur, oui, pardon, je me suis trompée, c'est Équateur ou Pérou, enfin, ils passent par le Pérou aussi. Entonces, nuevamente era otro tipo de migración que no se vinculaba con las redes que mencionó anteriormente, con las redes migratorias, pero que sí está coincidiendo en cambio ahora en Tijuana. Et donc, manifestement, bon, bien sûr, il faut faire des enquêtes plus approfondies, hein, mais ces personnes sont passées par le Brésil, alors le Paraná, Sao Paulo, Rio, où là, d'ailleurs, ils rencontrent pas mal d'Africains, puisqu'il y a certains Africains, pas n'importe lesquels, les Sénégalais, qui, eux, passent par l'Espagne, entrent au Pérou, vont au Brésil et parfois se retrouvent dans les mêmes, au moment des départs avec certains Haïtiens. Alors, bon, là, bien sûr, des enquêtes restent à faire, mais depuis... alors, on ne peut pas dire que le séisme de 2010 explique tout. Alors, en Haïti, vous le savez, il y a eu un gros tremblement de terre. En fait, ça a fait énormément de dégâts. Un même tremblement de terre ailleurs n'aurait pas fait autant de dégâts. Je reviens sur l'image précédente où on est Non, je fais une parenthèse comme ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que certains ont le 11 septembre, dans la mémoire collective, on va dire, en Haïti, on a le 12 janvier. Le 12 janvier 2010, c'est ce jour où, en moins d'une minute, on a quand même 300 000 morts. Hein. Voilà. Donc, ça n'explique pas l'intégralité des mouvements migratoires, les nouvelles routes, les nouveaux espaces de destination, mais ça contribue à réorienter les trajets qui sont aussi à mettre en lien avec la situation économique qu'on connaît au Venezuela. Ça, je ne l'ai pas dit. Je m'arrête. Ok. Primero, todavía en relación con lo que he dicho hace un momento,
dice que si bien es cierto que todavía hay mucho por seguir investigando con respecto a los flujos migratorios de Haití que llegan a Tijuana, pareciera ser que en Brasil y en algunos lugares específicos de Brasil convergen diferentes flujos migratorios que después suben ya juntos hacia Tijuana. Y aquí en este confluir de diferentes redes en Brasil, también es donde estarían incluidos miembros de otras nacionalidades, como supimos el caso de algunos africanos, etcétera. Pero que vengan juntos de Brasil no quiere decir que correspondan a flujos migratorios semejantes, sino que en realidad es ahí en donde están confluyendo con redes diferentes y trayectorias diferentes. Por otra parte, insiste en que si bien se ha hablado mucho sobre el terremoto en Haití, y si bien es cierto que en unos cuantos minutos hubo más de 300,000 muertos, también es cierto que no todo se explica por el sismo, y que de alguna manera se ha vuelto más bien como un emblema o como algo simbólico, como sucede con el 11 de septiembre, en donde si bien constantemente es lo que se evoca y lo que se dice y se habla para ellos del 12 de enero, en realidad para entender la migración hay que entender todos los problemas económicos y políticos que anteceden y que vienen después de este acontecimiento, que sí es sin lugar a dudas importante. Y ella menciona también otros acontecimientos económicos que marcan los flujos haitianos desde el exterior, como el caso de la situación económica en Venezuela. Ok, on va celui-là? Non, celui Non, d'après. celui d'après. Ouais. Merci. Alors cette carte, elle a été faite au début des années 80 par un géographe qui s'appelait, d'ailleurs, qui est décédé au moment du séisme, Georges Anglade. Alors bien sûr, elle n'est pas actuelle, hein, mais c'est une des premières cartes relatives à la migration haïtienne qu'on a établie au début des années 80, on va dire. Là, peut-être est-ce là celle qui a été réactualisée ou à 85. Mais voilà, donc ça montre. Bien sûr, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions, parce que même au moment où ils ont été produits, c'était très approximatif, et aujourd'hui, ils ne sont plus d'actualité. Néanmoins, et alors c'est un avantage et un problème, parce qu'aujourd'hui on se réfère sans arrêt à cette carte comme si on avait voilà, toutes les destinations qui étaient là représentées, comme si on avait les chiffres et ça nous suffit. Bon, pour plein de raisons, il y a en fin de compte, si en Haïti la migration elle est peu investie par les chercheurs, dans le reste du monde c'est un petit peu la même chose. Les Haïtiens n'intéressent pas encore les domaines des études migratoires. C'est vrai que les terrains ne sont pas faciles, mais bon. Sí, en este mapa ustedes pueden tener algunos datos que hay que tomar con precaución porque no hay datos muy precisos. Es uno de los primeros mapas que se hicieron sobre los destinos migratorios de los haitianos. Nos precisamos que esta carta la hizo Georges Anglade, quien por cierto falleció en el terremoto de Haití, y que tiene varias ventajas, como es el hecho de que por primera vez en un mapa se especifican algunos de los principales destinos, pero tiene el inconveniente de que ha pasado mucho tiempo y se sigue haciendo referencia a este mapa como si las cosas no hubieran cambiado mucho, siendo que en realidad la migración haitiana es mucho más compleja. ¿Por qué no tenemos datos más precisos o más actualizados? Entre otras cosas porque a los propios investigadores haitianos no les ha interesado estudiar la migración, porque como habíamos dicho desde el principio es un fenómeno que se invisibiliza, pero por otra parte porque tampoco desde el exterior ha habido mucho interés por conocer a dónde migran los haitianos. Entonces esto hace que realmente haya poca información precisa, actualizada sobre la complejidad de la dispersión de la migración de los haitianos. Je ne dis pas merci à chaque fois, mais je dis merci à chaque fois. Okay. Mais non, mais il y a une carte avant. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, bon, ça reprend ce que je viens de vous dire, un contexte socio-économique et politique répulsif, on va dire, mais aussi, pour expliquer le maintien des réseaux migratoires, des facteurs structurants liés aux dynamiques des mutations sociales qui ont été impulsées par ceux qui sont déjà partis. Alors, je ne peux pas entrer dans les détails, mais effectivement, on a Haïti reste aujourd'hui, et c'est un des rares pays de la Caraïbe à avoir cette configuration-là,
Rural, essentiellement rural, même si on a une capitale qui fait 3 millions d'habitants. Hein. Mais voilà, on a une densité rurale qui est aussi très importante. Or, un grand enclavement des campagnes, on n'a pas eu de réforme agraire, on a un morcellement des terres qui s'explique pour différentes raisons. Je ne peux pas entrer dans les détails. On a une population extrêmement jeune. Bon, là, l'âge médian de la population est de 25 ans, mais en fait, 60% de la population a moins de 21 ans. Hein. Des situations politiques récurrentes qui posent des problèmes. Bien sûr, la dictature des Duvalier, sans doute en avez-vous entendu parler. Néanmoins, il faut savoir que cette dictature, elle s'arrête en 1986 et il y a une espèce de lieu commun qui consiste à penser qu'à partir de 86, il y a beaucoup moins de départs d'Haïti. Absolument pas. Absolument pas, parce que la chute de la dictature va entraîner une situation économique terrible dans le pays. Bon, ce n'est pas un cas exceptionnel, mais voilà, là aussi, il faut se défaire de certaines dates qui, pense-t-on, sont des dates évidentes et logiques pour expliquer des phénomènes sur lesquels on ne travaille pas, finalement. Bon, je m'arrête. Ok, bien. Además de lo que está ya aquí en la imagen, la importancia de lo rural en Haití, nos dice que un error muy frecuente es pensar que, por supuesto, durante la dictadura había muchas personas que emigraban, que trataban de escapar de la dictadura. Sin embargo, el fin de la dictadura no significa el fin o la disminución de la emigración, sino por el contrario, hay un aumento de la emigración porque, digamos, con este cambio político vienen nuevos problemas económicos y estas dificultades económicas también van a impulsar la émigration. Donc, bien sûr, chaque période politique a sa spécificité, comme partout ailleurs, et il faut bien évidemment l'analyser dans les détails dans son lien avec l'immigration. Mais un point peut-être important, c'est que Jean-Bertrand Aristide, qui a aussi été largement problématique, on a vu au moment de sa réélection le rôle de cette diaspora très important. C'est-à-dire que les Haïtiens implantés aux États-Unis, au Canada et en France sont des gens qui sont implantés depuis longtemps, aussi des appuis à un certain fonctionnement politique, et ce n'est pas négligeable. Bon, le 12 janvier 2010, j'en ai parlé, et ce qu'il est intéressant d'étudier lorsqu'on recueille des récits migratoires, c'est que aussi bien la situation économique, les persécutions politiques, qui sont parfois, comme dans d'autres cas, de l'ordre de l'imaginaire, parfois pas du tout, mais des fois de l'ordre de l'imaginaire, sont enchevêtrés dans les motifs et les leitmotifs qui sont mis en avant par les migrants. Bien sûr, il y a aussi cet accès à la scolarisation, ce désir de réussite personnelle, mais cet imaginaire de l'étranger auquel je me suis référée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un enchevêtrement des motifs et qu'il est même possible de s'apercevoir, quand on travaille autour des récits migratoires, que quelquefois, les gens qui sont les plus éloignés du pouvoir politique sont ceux qui sont les premiers à mettre en avant ça va être dur là, mettre en avant des exactions politiques dont ils auraient été victimes, comme s'ils se réappropriaient les stéréotypes qu'on sait qui fonctionnent à l'étranger sur le pays. Okay. Bueno, primero lo que mencionó, que no está en el PowerPoint, es que la diáspora tiene un peso político a veces más importante de lo que pensamos, como por ejemplo con el caso en la reelección de Jean-Bertrand Aristide. Finalmente la diáspora que estaba en Estados Unidos tuvo una influencia y tuvo un peso importante. Con respecto a las razones y los motivos, más allá de todo lo que se ha dicho respecto al terremoto del 12 de enero, bueno, hay algunos de los motivos conocidos o frecuentes o habituales que ya sabemos, como la situación económica, la búsqueda de un acceso a la educación, la búsqueda de mejores oportunidades individuales, pero que lo que es interesante es que a todo esto se combinan elementos como lo que tiene que ver con la persecución política, y la persecución política, si bien es cierta, si bien es real, también tiene que ver con, digamos, los imaginarios. Entonces, por ejemplo, cuando se entrevista fuera de Haití a las personas que han emigrado, muchas veces quienes más insisten en la necesidad de salir de Haití
por la cuestión de la persecución, son personas que en realidad no estaban tan cercanas o que no estaban tan directamente afectadas por la cuestión de la persecución. Entonces tiene que ver un poco como con el imaginario del país en el cual se dice, bueno, como en el país hay tales y tales problemas, entonces por eso la gente sale. Pero no necesariamente quiere decir que la persecución política haya tocado directamente a quienes más la van a mencionar como un motivo para emigrar. En même temps, il faut avoir en tête aussi, je pense, quand on travaille autour de ces questions, comment dirais-je, la méfiance qui est très importante à l'égard du pouvoir politique et de ses représentants en Haïti, et ça aussi c'est un élément récurrent. Et peut-être insister aussi pour dire que de la même manière que ces souffrances politiques sont activées, voire instrumentalisées dans les récits migratoires, on a aussi des récits qui mettent en avant, comment dirais-je, un temps de la dictature qui n'a pas été si difficile que ça, mais au contraire construisent une nostalgie à partir de la dictature. Un autre élément important dont on s'aperçoit qu'il est récurrent dans les récits migratoires, c'est la reconstruction du passé d'Haïti. C'est-à-dire ce passé glorieux de l'indépendance, de la première République noire à avoir acquis son indépendance. Et ça se vérifie surtout en fonction de l'adhésion religieuse, où là, d'un seul coup, dans la migration, on transforme ce passé dont on est fier en quelque chose de pathologique, puisque Haïti aurait pris son indépendance, mais de manière mauvaise, dans la magie. Et ça, ce sont des récits qui font sens dans la migration. C'est compliqué là. Está complicado, pero intentaré, perdón. Bueno, Primero habló de la gran desconfianza que tienen los haitianos hacia el Estado y hacia los representantes del Estado, y que esta actitud de desconfianza puede, por supuesto, también encontrarse fuera de Haití, entre los haitianos fuera de Haití. En segundo lugar, habla de cómo, creo que es la parte que tiene que ver con la transformación de los relatos, cómo desde la migración hay una reconstrucción a veces nostálgica o más bien imaginada de la historia de Haití. Entonces, por extraño que pueda parecer, de pronto, por ejemplo, entre migrantes haitianos se habla de manera nostálgica del periodo de la dictadura, porque, por supuesto, después, como ya nos explicó Maud, vendrían nuevos problemas económicos o nuevas dificultades económicas que hacen entonces mistificar el periodo de la dictadura, o incluso, mucho más atrás, hablar de una manera totalmente totalmente embellecida o endulcorada de lo que sería la historia de Haití. Entonces, en ese sentido hay una precisión interesante que tiene que ver con lo que sucede en función de las diferentes adscripciones religiosas, puesto que nos dice, si bien hay en términos generales la idea del orgullo de Haití por la independencia, por haber sido un primer territorio liberado, por la imagen del independentista haitiano, desde otra lectura que tiene más que ver con, digamos, una mirada más cercana a la adscripción evangélica, hay, por el contrario, un cuestionamiento de este periodo, o hay una menor mistificación de este periodo o idealización de este periodo, porque se considera que dentro del proceso de independencia la magia, la magia, la brujería, estuvieron muy presentes dentro del movimiento independentista, entonces eso de alguna manera hace que estén menos idealizados los héroes independentistas. Alors ça, c'est la République dominicaine, c'est un des postes de frontière de la République dominicaine. Il n'y en a pas beaucoup, il y a trois entrées, trois postes d'entrée, en sachant que la frontière haïtiano-dominicaine est une frontière d'abord de commerce principalement pour les Haïtiens. Et tandis que Haïti est quand même un marché pour les Dominicains qui exportent beaucoup de produits vers Haïti, puisque Haïti n'est plus autosuffisant d'un point de vue alimentaire depuis longtemps. Sí, bueno, este es el San Isidro de su frontera, es el punto de cruce, uno de los puntos de cruce más importantes, hay tres,
y principalmente es un cruce comercial en donde las exportaciones que vienen de la República Dominicana serían predominantes. Alors, donc je l'ai dit tout à l'heure, les réseaux familiaux, alors que ce soit l'affiliation ou l'alliance, les réseaux régionaux, l'importance de l'origine régionale dans le maintien des mouvements migratoires. Une migration aussi, c'est écrit là, une migration d'enfants qui voyagent seuls. Très souvent, ce n'est pas rare et on pourrait multiplier les témoignages d'enfants qui sont venus seuls dans certaines destinations migratoires et c'est valable notamment vers Guyane, Suriname et le nord du Brésil. Alors, après c'est écrit quoi alors, bien sûr, migrer, il faut des dollars, mais les dollars ne suffisent pas. Pour migrer, il faut entrer et sortir. Et dans ces cas-là, les solutions ne sont pas nombreuses. Il y a la sortie légale, pas toujours praticable, et la sortie illégale. Et la sortie illégale qui nécessite tout un réseau de passeurs, les raquetteurs, comme on dit en créole, ou les filons, qui sont en général des Haïtiens. Et là aussi, il faut se départir de l'idée que c'est qu'en ville, dans la capitale, Port-au-Prince, qu'on trouve des passeurs et qu'on peut voyager, sortir du pays d'une manière illégale. Dans les campagnes haïtiennes, on a des passeurs qui font carrément comment dirais-je, des campagnes de publicité, quoi, qui passent par des... voilà, Okay. C'est bon? Juste pour que je sois... Non, non, c'est pour rentrer ailleurs. Ok, bien. Bueno, la primera parte ya la había explicado, la cuestión de cómo se forman las redes familiares, las redes migratorias a través de las familias, los vecinos, los lugares comunes de origen. Aquí lo que hay que agregar es que también hay una migración importante de niños no acompañados. La segunda parte es que hay una distinción importante en lo que son las salidas legales e ilegales. Para salir de manera legal, por supuesto, se necesitan muchos dólares, pero no es lo único que se necesita. Hay también complicaciones para poder hacer una salida legal. Y en las salidas ilegales, por supuesto, hay coyotes, hay este tipo de forma de salida que no necesariamente viene desde la capital, Port-au-Prince, sino que también en la provincia d'Issemod hay coyotes que hacen verdaderas campañas publicitarias para ofrecer sus servicios. Alors là, j'ai indiqué que l'illégalité de la démarche, le fait de partir d'une manière illégale du pays, n'inspire aucune fierté et le secret entoure très souvent les départs en Haïti. D'abord parce qu'on n'est pas fier de sortir illégalement du pays, mais aussi parce que divulguer le fait qu'on puisse quitter le pays revient à dire qu'on a les moyens de le faire. Et dans ces cas-là, il faut prendre des précautions et se protéger de l'autre, tout ça s'inscrivant dans un système de relations bien spécifique en Haïti. Okay. Bien, es importante insistir en que cuando las salidas son ilegales, en general se hacen de manera muy secreta, muy oculta, no se le dice a la gente que hay un proyecto para salir, por una parte porque hay una estigmatización importante de quien sale de manera ilegal, pero también por otra parte porque se considera que se pueden exponer a la envidia de los demás, a la jalousie, entonces consideran que es mejor no decirle a nadie que se van a ir, tomar precauciones para ocultar el proyecto de salida y solamente hacerlo visible en el último momento. Alors, bien évidemment non, on a des parcours qui se divisent dans le temps et dans l'espace, qui sont donc composés d'étapes, mais encore une fois, la première étape, c'est souvent Port-au-Prince et les communes qui entourent Port-au-Prince. Je vais revenir tout à l'heure sur la capitale, Port-au-Prince, qui est une capitale qui se développe à un rythme très, très, très important. Hein. Et il faut savoir qu'en Haïti, on a un découpement du pays qui marque très fortement la capitale et le reste du pays. Pendant des décennies, hein, jusque dans les années 80, jusqu'à la chute de la dictature, jusqu'en 86, le pays en dehors, c'est comme ça qu'on l'appelle, les campagnes, il fallait une autorisation pour entrer en ville. Hein, et si on était sans autorisation pour être en ville, on pouvait facilement être expulsé. Peut-être c'est la même chose comme ça, mais...
Sí, aquí hay una aclaración muy importante y es que para poder emigrar, por supuesto, hay que pasar por diferentes etapas. La primera etapa habitualmente, no necesariamente, pero frecuentemente es la capital, Puerto Príncipe, pero hasta el fin de la dictadura, la división entre la capital y el resto del país, el exterior del país se llama, estaba muy marcada, al punto en que para entrar a la capital se necesitaba una autorización. No cualquier persona podía entrar a la capital y mucho menos instalarse en la capital, y si alguien no tenía un permiso para entrar a la capital, podía hacerse expulsar de la capital, por supuesto aún siendo haitiano. Alors, ces transits ou ces passages, parce qu'il s'agit plus souvent de transit, mais de passage, alors on pourrait parler de relocalisation. Moi, j'ai travaillé sur ces questions entre la Guyane et le Suriname, hein, sur la question de de cette frontière, cette région transfrontalière, où on voit comment les gens sont obligés de s'inscrire dans un jeu économique, social, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais bien sûr, la présence haïtienne à Tijuana pose pleinement sa question de l'utilisation de la frontière quand on est non pas en transit, mais on est bloqué, on est obligé de repenser son projet migratoire. Sí, bien dice que, bueno, por supuesto hay diferentes etapas en la migración y que de pronto los términos pueden ser un poco confusos porque se puede hablar de tránsito o de relocalización, puesto que en algunos casos las estancias en los lugares de, entre comillas, tránsito pueden durar varios años y pueden implicar todo un proceso de apropiación del espacio. Entonces, en ese sentido, por supuesto, pensar en la migración que llega a Tijuana tiene que ver también con la lógica que ya ha habido en otros puntos, es decir, en otros puntos de los trayectos los haitianos se han establecido en aquellos lugares en los cuales ya no han podido continuar el viaje, como podría ser el caso de Surinam, por ejemplo. Alors, peut-être je reviendrai sur cette image après. Là, elle ne devrait pas être ici du tout, cette image, en fait, mais elle est mal placée. Donc là, c'est les trajets qu'ils font. Es Colombia, pero el mapa no lo traduje, no es Colombia. En sachant qu'ici, c'est un point de passage très important et qui est récurrent dans les récits des migrants qui remontent vers le nord, puisque ici, je dois prendre un bateau et qu'il y a beaucoup de victimes et des récits migratoires se dégagent comme ça, certains moments douloureux hein, qui sont associés tantôt à des villes, tantôt à des pays, tantôt à des passages frontaliers et qui, encore une fois, sont récurrents et structurent les récits migratoires. Alors après, il sera intéressant de travailler, notamment à Tijuana, sur la manière dont on a des éléments récurrents qui relèvent des discours construits aussi. Mais bon, c'est une autre... Okay. Bueno, en estas etapas y en estos lugares de tránsito hay algunos lugares o algunos espacios que ocupan un lugar muy importante, los relatos, que tienen una centralidad dentro de los relatos, como ese punto que señala ahí en la frontera entre Colombia y Panamá, que está asociado a una gran dificultad y a problemas muy graves para avanzar. Entonces, sería interesante ver si en el caso de los migrantes de Tijuana, estos mismos puntos que ocupan esos lugares en los relatos de los migrantes haitianos en otro lugar, también están apareciendo, o si son otros puntos que están de alguna manera configurando de una manera distinta este mapa imaginario de lugares de la migración, de tránsito o de instalación. Je dis ça à partir des récits que j'ai recueillis notamment des Haïtiens qui sont arrivés jusqu'aux États-Unis et de ceux qui ont été déportés en Haïti il n'y a pas si longtemps que ça. Sí, esto lo dice sobre todo a partir de los relatos de los haitianos que están en Estados Unidos, con los que he hablado en Estados Unidos, y también con los que han sido deportados a Haití, y bueno, que ella ha hablado con ellos ya en Haití después de la deportación. Ah, voilà Port-au-Prince. Alors, c'est un peu flou, hein. Je sais pas pourquoi. Cette image, elle est assez trompeuse parce qu'on pourrait croire que tout va à peu près bien, alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc peut-être que tu peux traduire ça. Dice que la imagen es un poco engañosa porque visto de lejos parece que es una ciudad en donde todo va más o menos bien y que no, que en realidad no es así el caso, pero que efectivamente esa es una imagen de la capital, Puerto Príncipe. Y si no me equivoco, tú la habías puesto porque querías mostrar la densidad poblacional también.
C'est aussi par rapport à la densité de la population. Oui, voilà, c'était ça. Mais en même temps, c'est pas moi qui ai pris cette photo. Il y a très peu de photos aériennes de Port-au-Prince. C'est un ami géographe qui a eu la chance d'être en avion, enfin dans un hélicoptère, je sais pas trop, pour les prendre. Donc ces photos-là sont précieuses parce qu'il y en a peu de Port-au-Prince. Hay muy pocas fotos aéreas de Puerto Príncipe, por eso quiso ponerles estas aquí, porque se pueden dar una idea de la capitale de la que se está hablando. Alors, il ne faut pas croire que la mer est merveilleuse ici, parce que je vous assure que vous ne pourriez pas vous y baigner tellement elle est sale. Hein. Mais bon, la mer est parfois belle en Haïti. Que el mar es muy bonito, nada más que no se dejen engañar porque está terriblemente contaminado, está muy sucio, entonces no podrían nadar en él, pero que efectivamente tiene una vista muy bonita. Ça, c'est... on est au nord de Port-au-Prince et c'est un lieu qui aujourd'hui, cette photo, elle a 2 ans, mais aujourd'hui c'est plein d'habitations et ce sont les gens qui se sont installés là après le séisme, parce que là aussi il faut se défaire de l'idée selon laquelle après le séisme, c'était vrai, les gens ont fui la capitale pour rejoindre les campagnes, mais très rapidement, en fin de compte, 4-5 semaines après le séisme, il y a eu un mouvement de population très important qui a contribué à grossir terriblement la capitale. Esta foto también es de Puerto Príncipe y aquí hay que, la presenta entre otras cosas para tratar de aclarar un malentendido en el sentido de que la gente piensa que después del terremoto la gente se fue de la capital. Y dice que efectivamente después del terremoto la gente se fue, pero en menos de 4 o 5 semanas ya habían regresado e incluso hubo un mayor crecimiento de la población. Estas zonas son lugares que fueron poblados después del terremoto, ya sea por gente que estaba en la capital y que se relocalizó acá o por el crecimiento de la población, por las movilidades dentro del país. Entonces esto sigue siendo parte de la capital, pero son zonas periféricas. Voulaient prendre le risque de vivre un nouveau tremblement de terre, mais c'est parce que les nombreuses ONG ont apporté une aide dont on pouvait bénéficier et ça a été un véritable Una de las razones attrait. por las que la gente regresó a Puerto Príncipe o incluso fueron a Puerto Príncipe si no vivían ahí después del terremoto fue porque las ONGs que llegaron a la capital podían aportar un conjunto de beneficios que fuera de la capital no existían. Entonces, de alguna manera, si bien las ONGs llegaban para aliviar la situación que había ocasionado el terremoto, también funcionaba como una manera de atracción de personas que no vivían en Puerto Príncipe. Era un efecto de llamada para los que estaban afuera. Là, on l'a vu. Ah non, mais je vais à l'envers, là. Ouais. Bon, voilà, ça c'est le même je passe un peu plus vite. Ça c'est le centre-ville et bref, c'est simplement pour illustrer. Le marron de la liberté, de l'indépendance, une statue très connue. C'est l'emblème de la libertad, el marrón de la libertad. Ça c'est toujours le centre-ville, au moment où il y avait encore le palais national. Es todavía la capital cuando todavía existía el Palacio Nacional, mismo que se derrumbó. Mais c'était un jour exceptionnel parce que c'était propre. Bon, voilà, après le séisme, c'est un peu moins beau. Del terremoto, la misma fotografía. Voilà. Et ça, c'est le quotidien des gens qui vivent à Port-au-Prince. Esta es la vida cotidiana. Ça, ce sont les marchés. Ça, c'est une image qui... pardon, je vais un peu vite. El mercado. Ouais, el mercado, enfin certains. Ça, c'est la vie à la campagne qui contraste fortement avec la ville. Alors, tu leur dis que je passe ces photos simplement pour pas qu'ils s'endorment. Je reviens à la migration. Voilà. Las fotos fueron para que se despertaran un poquito y ya regresamos a la migración. Bon, alors, le tuto est en français. Donc, voyager, c'est bien sûr entrer dans une logique de dépendance financière, certainement, mais une dépendance qui va aussi reconfigurer les rapports sociaux et notamment inscrire dans une logique parfois hiérarchique qui va structurer les relations aussi bien au sein de la famille qu'entre ces réseaux de proches grâce auxquels on part. Parce qu'effectivement, financer les départs, on n'a pas le choix. Où on vend ses biens, ça veut dire quoi? La terre, les animaux. En Haïti, la richesse d'un paysan se mesure au nombre de bœufs qu'il a. Ou alors, on se fait prêter de l'argent, mais c'est prêté avec un taux d'intérêt à 100%. Hein. Ou bien on escompte. Donc, c'est le prêt d'argent, hein, mais le taux à des taux uséraires. Ou bien on entre dans un sol. Le sol, c'est donc un système d'épargne et de crédit qui permet de financer la très grande majorité des départs. Alors, dans le cas des Haïtiens qui sont présents à Tijuana,
après le trajet qu'ils font, la migration, elle est, comment dirais-je, elle semble financée par les mêmes moyens, mais par étapes, puisqu'à chaque nouvelle étape, on appelle la famille, tantôt en Haïti, tantôt celle installée au Canada ou aux États-Unis, parfois en France, pour financer la migration. Donc, cette migration par étapes contrainte, finalement, modifie pas le fonctionnement du financement, en fin de compte, mais modifie la manière dont il se déroule, les modalités du financement. Ok. Bueno, como dice la diapositiva, a la que no traduje el título, lo siento, deuda, lo que se debe, la dependencia financiera, migrar significa vender lo que se tiene y significa contraer deudas. Además de lo que está ya ahí en la diapositiva, Mott dice que conviene pensar para el caso de la migración de los haitianos en Tijuana, que cada nueva etapa migratoria significa reactivar este ciclo de pedir prestado, a veces a la familia que está en Estados Unidos, a veces a quienes están establecidos en otros lados. Entonces, cada nuevo desplazamiento exige un nuevo endeudamiento o una nueva búsqueda de recursos para emigrar. ¿Sí? Ouais. Alors, je vais peut-être sauter quelques diapos pour laisser plus de place. Hein. Donc, oui. Je vais raccourcir mon propos. Non, ça, tu ne le sautes pas, justement, okay. Mais je m'arrêterai. Donc, j'ai dit tout à l'heure que les Haïtiens étaient l'un des groupes de migrants les plus nombreux dans différents espaces migratoires. Hein. Et toute cette présence, elle s'accompagne d'un ensemble de stéréotypes qui sont là aussi récurrents, que ce soit dans le cas des situations vécues au Canada, aux États-Unis, en France, dans les Antilles françaises, au Venezuela, au Brésil, au Suriname, en Guyane, etc. Et cette récurrence de stéréotypes, elle passe effectivement par les stéréotypes qui sont en lien avec l'inscription dans l'espace, la question des étrangers en situation irrégulière, les positions socio-économiques défavorisées et bien sûr l'imaginaire lié au culte vaudou. Alors, je pense que la situation au Mexique va aussi nous éclairer sur tous ces points. Parce qu'il semble que l'image d'Haïti ne soit pas si présente que ça dans l'univers mexicain. Donc ces stéréotypes vont être activés ou non. Certains pourraient l'être, d'autres ne pourraient pas l'être. Et la question du statut de l'irrégularité, là aussi, risque d'être profondément modifiée au regard des situations qu'on connaît. Pourquoi? Parce que manifestement, le Mexique accepte de régulariser une partie des migrants haïtiens. Alors, ça va être très intéressant. Ok. Bueno, como ven en la diapositiva, nos está hablando de cuáles son algunos de los estereotipos recurrentes que estigmatizan a los haitianos, que tienen que ver con que son indocumentados, que tienen una posición socioeconómica marginada, estatus precarios en términos socioeconómicos, y el estigma del estereotipo del culto del vudú. Entonces, Mott dice que es muy interesante ver qué va a suceder en México, porque probablemente muchos de estos estereotipos en nuestro país no están tan presentes como han estado presentes en otros lugares donde se han asentado a los haitianos. Entre otras cosas también por el hecho de que si México permite la regularización de los haitianos, el estigma del indocumentado no tiene por qué estar presente o no tiene por qué estar tan presente. Entonces es posible que, a diferencia de lo que ha sucedido en otros lugares donde este estigma del haitiano es muy fuerte, está muy presente, probablemente no sé si en México, pero en todo caso en Tijuana podría darse de una manera distinta. Alors, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser l'espace aux questions, en sachant que j'avais préparé un certain nombre de commentaires en lien justement avec ces stéréotypes récurrents. Tu vas le dire ça, l'espace et l'organisation sociale, la question, attendez, hein, la question des papiers, cette question de la régularisation ou non-régularisation. Pourquoi c'est important cette question des papiers? Parce que non seulement c'est un stigmate récurrent dans la migration haïtienne, mais aussi en Haïti, la question de l'identification, elle est très problématique. Aujourd'hui, on a, alors c'est difficile d'avancer des chiffres avec exactitude, mais on aurait un tiers de la population qui est sans identification. Sí, nos dice que se va a brincar algunas diapositivas que tienen que ver con cómo se expresan esos estereotipos en la migración
haitiana en los diferentes espacios, pero el único en el que sí se quiere detener un poco más es en la cuestión de los papeles, no solamente por la cuestión de ser indocumentado o tener documentos migratorios, sino porque en Haití, en términos generales, la cuestión de la identificación es muy problemática, incluso para el acceso a las actas de nacimiento. Entonces, Un tiers minimum. Bueno, al menos hay una tercera parte de la población aproximadamente que no tiene manera de identificarse. Entonces, no es solamente los papeles migratorios, sino en términos generales, el tener documentos de identidad, el tener documentos para las diferentes actividades necesarias. Donc, je termine en ajoutant un mot, néanmoins, sur les... alors bien sûr, on pourra revenir sur ce que j'ai évoqué et puis d'autres points à partir des questions. Mais je termine en donnant un mot sur les enjeux des migrations en Haïti, parce que ces enjeux sont très importants. Et l'émergence, comme j'ai dit tout à l'heure, de ces nouveaux acteurs de la migration, qui sont des acteurs intermédiaires, hein, contribue à redessiner le modèle social haïtien qui a longtemps été appréhendé d'une manière dichotomique. Hein. Voilà. On a ces migrants qui prennent de plus en plus de place sur la scène politique. On a récemment, en 2012, la reconnaissance de la double nationalité, avec certaines limites. Hein. On a un rapport ville-campagne qui est modifié. On a des nouvelles cartes des déplacements à l'intérieur du pays. On a ces transferts d'argent qui comptent énormément, alors qu'ils sont axés effectivement vers l'alimentation, la santé, l'éducation. Là aussi, qui contribuent à, comment dirais-je, à fragiliser davantage le secteur agricole. Hein. Voilà. Et puis on a aussi cette question, parmi les enjeux de la migration en Haïti, cette question des retours. Alors, il y a finalement peu de retours volontaires en Haïti. Il y en a quelques-uns. Hein. Quand je dis retour, c'est installation, ce ne sont pas les visites. Bien sûr, les migrants vont en visite dès qu'ils le peuvent, au moins une fois par an, hein, voir la famille, leurs terres, leurs biens, etc. Et puis montrer qu'on a réussi quand même hein, à ceux qu'on a laissés. Et puis effectivement, quand j'ai parlé tout à l'heure de la dette, l'une des choses capitales, c'est de pouvoir envoyer de l'argent à sa famille. Et d'ailleurs, les migrants qui sont ici, c'est une des raisons qu'ils mettent en avant lorsqu'ils nous disent pourquoi ils ont quitté le Brésil, c'est parce qu'ils n'avaient pas assez pour envoyer à leur famille. Bref, et puis bien évidemment, il y a la question de ces retours forcés des déportés. Alors en Haïti, c'est une question extrêmement problématique. C'est une question sur laquelle il y a très très peu de travaux. Donc si vous voulez travailler sur ces questions, vous êtes bienvenus en Haïti. Hein. Et les chiffres oscillent entre 500, 1500, 2000, enfin c'est un peu n'importe quoi les chiffres. Néanmoins, on a des programmes qui marchent mal, mais des programmes de réintégration quand même. Et on a notamment une fondation haïtienne qui a été mise en place uniquement il y a une quinzaine d'années, alors que les retours et les déportés sont présents en Haïti depuis bien longtemps et sont extrêmement stigmatisés. C'est des situations, bon, bien sûr, il n'y a pas qu'Haïti, hein, le Mexique connaît bien, mais très, très problématiques. Okay. Bueno, en general estuvo hablando de los elementos que aparecen en la diapositiva como algunos de los temas más importantes sobre los cuales todavía habría que seguir investigando y también que se transforman constantemente. Entonces, algunos de estos aspectos, como ustedes pueden ver ahí, cómo el hecho de que se apruebe la doble nacionalidad en 2012 modifica la relación de algunos actores intermedios, la posición de los migrantes, la importancia del envío de remesas, el hecho de que, por ejemplo, algunos de los migrantes haitianos que llegan a Tijuana vienen, entre otras cosas, porque ya no les era posible enviar dinero a Haití, ya sea para pagar las deudas o como remesas para sus familias. La cuestión de los deportados es un tema muy importante sobre el cual no hay estudios. Sí hay un programa que busca recibir a los deportados, pero son programas que son insuficientes. Dice Maud que si hay alguien que quiere estudiar las deportaciones en Haití, seguramente será bienvenido porque nadie lo está haciendo. Nada más que hay que saber hablar Même creol. Si les déportés parlent pas créole, et ça, aunque c'est los terrible, deportados no necesariamente hablan creol. Bueno, en términos generales, algunos de los muchos temas sobre los cuales habría que saber más y pues investigar más. Donc je m'arrête là et je laisse l'espace pour les questions parce que sinon on va entendre que moi. Okay.
Puis toi, tu Bueno, dois être fatiguée. No, se va. Bueno, ella se va a detener aquí sobre todo para poder escuchar sus preguntas y tratar de responder a lo que pueda responder. Si alguien quiere... Sí. Partiendo de la base que comparten la misma isla con República Dominicana. Perdón, el micrófono para que quede grabado. Muchas gracias. Sí, partiendo que es una isla y la comparten dos países, qué tanto es la migración de los haitianos hacia República Dominicana o qué tanto los aceptan, ¿no? Como primera instancia de migrar, ¿no? Tu as compris? Oui, donc la question c'est de savoir comment ça se passe pour eux, ou les chiffres, qu'est-ce que... Deux mots sur la migration des Haïtiens vers La République dominicaine. Alors, la migration des Haïtiens vers la République dominicaine, donc elle est ancienne, hein, on l'a dit, mais elle est multiforme. Elle est très hétérogène parce que entre les gens qui sont, entre les gens qui sont installés en République dominicaine depuis parfois plusieurs décennies, qui ont leurs enfants là-bas, mais dans une situation extrêmement problématique puisque sans identification et en République dominicaine et en Haïti, et récemment, il y a eu récemment, c'était entre 2012 et 2014, tout un programme, toute une décision de la Cour dominicaine pour expulser près de 300 000 Haïtiens en République dominicaine qui n'avaient pas de papier, qui ne pouvaient pas en obtenir avec leurs enfants en République dominicaine. Donc évidemment, Haïti ne pouvait pas recevoir tous ces gens. Donc il y a eu un programme de régularisation, d'identification à partir d'Haïti qui n'a absolument pas fonctionné. Et maintenant, le long de la frontière, on a quand même des gens qui ont été déplacés donc de force par les autorités dominicaines. Donc ça, c'est un cas de figure. On a aussi des migrations saisonnières, c'est-à-dire que les gens... Attends, je vais trouver la carte peut-être d'Haïti. Les gens qui vivent à la frontière, elle est tout en haut, je pense. Les gens qui vivent à la frontière ont une pratique de la frontière. Voilà, là. Alors, on n'a pas beaucoup de points de passage, hein, parce que tout ça sont on dit en Haïti des mornes, donc des montagnes, mais on a 2 points de passage principaux, en fait, il y en a 3, où là, les gens vivent tantôt de l'économie de la frontière, évidemment, hein, ou alors ils sont nombreux à faire des saisons. Donc on va, c'est les braceros hein, en République dominicaine. On va, on vient, voilà. Mais bien souvent, on cherche à y envoyer son enfant. Au moins, il sera scolarisé, ce sera moins pire qu'en Haïti, si j'ose dire, puisque ces zones-là sont quand même des zones extrêmement enclavées en Haïti. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a une migration qui est multiforme en direction de la République dominicaine. Et on a de plus en plus d'étudiants haïtiens qui vont se former en République dominicaine. Il est difficile d'avoir un chiffre, mais on a quand même, on aurait aux alentours de 15 000 étudiants haïtiens en situation régulière du côté mexicain. Dominicain. Mexicain. Alors, il y a un élément important et qui est, qui est présent dans la mémoire, dans les relations qu'on entretient avec la République dominicaine, c'est qu'en 1937, il y a eu un massacre des migrants haïtiens par le général Trujillo. Et ça a fortement marqué la mémoire, pour parler rapidement, non seulement celle des auteurs haïtiens, mais aussi des gens. On a des relations extrêmement problématiques entre Haïti et la République dominicaine, mais on a aussi une élite des deux côtés qui cherche à faire en sorte que ça aille mieux. Et on a un stigmate très fort de la part des Dominicains à l'encontre des Haïtiens, que c'est une population qui est braceros, qui est peu formée, qui vit dans des conditions difficiles, et qui parfois, pose des problèmes sociaux et économiques à la République dominicaine, mais qui néanmoins n'est pas que bracero, qui est aussi dans les constructions, puisque l'industrie touristique marche très bien en République dominicaine, et les Haïtiens sont là pour construire les hôtels dans lesquels certains vont. C'est long, hein? Oui, mais je crois que ça va. Bueno, antes que nada, se trata de una migración muy heterogénea, multiforme, en donde ella distingue, por lo menos creo que son 3 casos diferentes.
Uno es una migración muy antigua, indocumentada, de gente que se asentó desde hace varias décadas en la República Dominicana, que tienen hijos dominicanos y que fueron particularmente afectados por las deportaciones que se dieron entre los años 2012 y 2014. Entonces hay desplazamientos forzados en este periodo de personas que ya tenían muchos años en República Dominicana y cuyos hijos ya habían nacido en República Dominicana. Entonces, en este periodo entre 2012 y 2014 hubo muchos de ellos que fueron deportados junto con sus hijos. Entonces hay varias, digamos, oleadas, no es el término que yo uso, de deportación. Por otra parte, hay otro tipo de movimientos, más bien movimientos temporales que podríamos nosotros identificar más con una lógica fronteriza, digamos movimientos transfronterizos, entre los cuales destaca el movimiento de estudiantes, de personas, de niños o de estudiantes que van a cruzar a la República Dominicana para escolarizarse allá. Dice que si bien no existen cifras precisas, habría por lo menos unos 15,000 estudiantes haitianos que cruzan a la República Dominicana para estudiar. Hay también programas de trabajadores semejantes a lo que sería el programa Braceros, en este caso que van más bien como para la construcción de hoteles, que son programas que están bien enmarcados, bien estructurados. Pero que en términos generales la relación no nada más económica, sino también simbólica entre Haití y la República Dominicana es muy conflictiva. Una de las expresiones de esta relación conflictiva tiene que ver con cómo dentro de la memoria de los haitianos está muy grabada la masacre de haitianos que en 1937 realizó la República Dominicana. Y que es un elemento fundamental en la construcción de la memoria de la relación entre estas dos naciones. Pese a ello, hay las élites de uno y otro país que tratan de que las cosas funcionen mejor, que tratan de mejorar las relaciones, pero que en términos generales son relaciones muy tensas, muy conflictivas, que se expresan en lo que nos está diciendo respecto a estas personas que se desplazan a través de la frontera. ¿Segundo? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itsume Ruiz. Mi pregunta sería si hay algún proyecto productivo que se esté impulsando desde el exterior, ya sea a través de los haitianos que viven en el exterior o a través de algunos países, sobre todo de primer mundo, que estén invirtiendo en algún proyecto productivo. Por ejemplo, tengo entendido que en Alemania, por ejemplo, actualmente está invirtiendo en algunos países de África para desarrollar proyectos productivos y así de esta manera de tener como toda esta oleada de migración pues que se está dando en Europa, ¿no? Entonces, ¿hay alguno de estos, ya sea por parte de los haitianos en el exterior o por parte de algún país europeo, por ejemplo? Gracias. Que ce soit le domaine agricole, le domaine industriel, le domaine... il y en a énormément. En Haïti, ce sont d'abord les États qui développent énormément de programmes de l'habitat aux plantations d'arbres, aux vétivers. Enfin, bon, bref, les exemples sont extrêmement nombreux en Haïti. Ça fonctionne plus ou moins bien, mais bon, il n'y a pas de coordination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais on ne peut pas, il n'y a pas un projet qui va faire fonctionner un pays, mais ça c'est valable dans n'importe quel cas, y compris entre l'Allemagne et certains pays ouest-africains. C'est pas, voilà, il y a plusieurs projets qui fonctionnent, mais qui fonctionnent un temps. Hein, et qui concerne une partie de la population, pas toute. Alors oui, même par exemple, Haïti était un gros producteur de riz pendant longtemps. Aujourd'hui, Haïti ne produit pas son riz et c'est du riz importé des États-Unis ou de Taïwan, etc. Quoi. Y a eu des programmes comme ça pour mettre avec des intrants, voilà, pour produire du riz. Alors ça, parce que le riz en Haïti, il est produit dans cette partie-là. Bon bref, c'est un détail.
Ça a fait vivre quelques centaines, quelques milliers de personnes pendant un temps, mais c'est large. Enfin, on a 12 millions d'habitants, c'est pas. Donc des programmes, il y en a un petit peu partout sur le territoire, mais en fin de compte, c'est en soi pas suffisant. Il y a, pour que ça soit, enfin, je sais pas pour que ce soit suffisant ce qu'il faut réellement faire. Je veux dire, mais je pense que la question, elle se pose aussi du point de vue de l'État haïtien et de sa capacité à accueillir un programme et de le rendre pérenne. Voilà. Alors après, en ce qui concerne les migrants en eux-mêmes, il y a énormément de projets aussi. Et on s'aperçoit qu'il y a certains migrants, alors je pense notamment ceux installés à Boston, qui sont très actifs, notamment dans l'éducation, etc. Et là, je crois que j'avais mis une photo assez drôle, mais, enfin, de mon point de vue. Attendez, attendez, hop, hop. Voilà. Alors cette photo-là, c'est en bas, ça indique un hôpital haïtien. Alors on est dans le sud d'Haïti, au fin fond de la campagne haïtienne. Et en haut, c'est un panneau qu'on trouve en France. Pourquoi? Parce que c'était le conseil régional des Hauts-de-Seine, donc d'une banlieue parisienne, qui avait financé l'hôpital. Alors effectivement, on est au fin fond d'Haïti. Il faut faire, je ne sais pas moi, à peu près 1 heure de bourrique pour atteindre l'hôpital. Ben, il y a un hôpital, sauf qu'ils n'ont jamais pensé à mettre l'électricité. Donc, c'est un peu problématique quand même pour un hôpital quand il n'y a pas d'électricité. Et puis, de fait, l'investissement serait tel. Donc, voilà, des exemples comme ça, il y en a pléthore. Ce n'est pas pour autant que tout ne fonctionne pas, quoi. Bueno, qué bueno que sí entendiste, porque creo que voy a tener que sintetizar brevemente para los que no siguieron la respuesta en francés. Sí hay proyectos productivos, hay muchísimos proyectos productivos, agrícolas, industriales, para la construcción de vivienda, pero, dice Maud, ningún país puede subsistir a partir de proyectos de este tipo. Entonces, mientras el Estado no tenga la capacidad de hacer perdurar lo que inician este tipo de proyectos, los proyectos van a desaparecer. Da 2 ejemplos. Uno es el caso del arroz, en donde justamente hay un proyecto que busca desarrollar la producción de arroz y efectivamente en la zona que señaló del mapa hay un momento en el cual parece que esto va funcionando, pero no es un proyecto que logre perdurar. También hay muchos proyectos que vienen desde los propios haitianos que están en el exterior. Menciono en particular el caso de los haitianos de Boston. Y nuevamente aquí da un ejemplo que es un poco irónico, que en el caso de del financiamiento que los mexicanos hacen en sus localidades, creo que también podemos encontrar cosas semejantes. Es el caso de este hospital que está en una zona rural de Haití, en donde es de muy difícil acceso. Efectivamente el hospital existe, dice Maud, probablemente para llegar ahí hay que hacer 1 hora en burro para poder llegar al lugar, y efectivamente el hospital existe. El letrero que dice ahí Hôpital Pasqua es semejante al que se puede encontrar en los hospitales en Francia, con el pequeño detalle de que en este lugar no hay electricidad. Entonces, pues bueno, la posibilidad de que el hospital funcione es muy limitada. Sí. Bien, María, mira, estoy trabajando en un proyecto sobre inclusión de la comunidad haitiana. A ver cómo los haitianos tienen ADN migrante, a partir de que las aperturas después de la dictadura se abren hacia los ingenios azucareros en República Dominicana. Resulta que empiezan a ver un modo de vida a partir de que los braceros, en este caso, o la mano de obra se emplea en los ingenios, precisamente de procedencia americana, entre otras cosas. Es interesante saber cómo después de ese desplazamiento se empieza a empoderar como mano de obra. Sin embargo, el proyecto que te menciono tiene mucho que ver con aquello de romper el círculo vicioso sobre aquello de mano de obra empoderada en otros países. Se habla mucho también de la animadversión que se tiene en República Dominicana porque utilizan la infraestructura, los servicios sociales, pero el Producto Interno Bruto no refleja esa mano de obra como riqueza en República Dominicana, porque las remesas, sucede lo mismo como con Estados Unidos, entre otras cosas, podría ser el paralelismo. Sin embargo, yo quiero, de parte de tu visión experta, saber si esta simbiosis, por llamarlo de alguna manera, no resulta parasitaria. Porque el sustento de lo que es el proyecto de
de la comunidad haitiana anclada en Tijuana precisamente trata de tornar aquello que no es específicamente mano de obra, sino aquel acervo cultural, el habitus que marca Pierre Bourdieu, mala pronunciación. Pero básicamente pienso que por ahí viene la contraparte de decir, bueno, estás aquí, somos hospitalarios, somos 100% ADN de buen anfitrión, pero básicamente queremos más de ti, queremos ese dominio de comunicación, ese lenguaje que tú has adquirido a través de tu dispersión, tu diáspora. Entonces, tenemos aquí personas que no necesariamente están acreditadas académicamente, que dominan más de 2 idiomas. Sin embargo, cuando nos acercamos a ellos, en un primer momento, su idioma materno, el criollo, es el que los identifica porque ellos quieren seguir siendo haitianos. Ahora, desde tu perspectiva experta, ¿cómo no hacer una historia más de todos los países replicando desde República Dominicana, Chile, Brasil, por nombrar algunos? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no caer en lo mismo? Gracias. Alors j'ai suivi, mais pas tout. Donc il va falloir que tu m'aides. C'est compliqué, mais la partie la plus importante, c'est dans d'autres contextes, il y a une sorte de symbiose parasitaire où Merci. une sorte de symbiose parasitaire où les gens viennent travailler, mais ça n'aide pas vraiment les lieux d'accueil, parce que puis après les gens envoient de l'argent en Haïti, donc ça produit vraiment pas, il n'y a pas vraiment de bénéfices dans les lieux d'accueil. Donc la question qui est très intéressante, c'est comment faire pour ne pas reproduire un schéma pareil. Donc elle dit, nous on veut être un lieu d'accueil, mais on voudrait aussi qu'eux ils soient davantage que de la main d'œuvre. On veut qu'ils partagent leurs expériences, donc s'ils parlent plusieurs langues, donc s'ils ont une expérience, s'ils sont des experts dans la migration, qu'ils partagent ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent, comment faire pour qu'ils partagent leur culture. Excusez-moi, c'est difficile la question, hein. Et en même temps, je pense que vous avez les éléments de réponse dans votre question. Enfin, si j'ai bien compris, je pense pas que la présence d'un groupe, elle soit que parasitaire. Je crois qu'elle apporte toujours quelque chose, ça c'est sûr, parce que les interactions entre les uns et les autres, justement, l'habitus de Bourdieu, eh bien, il se transmet, celui-là aussi. Même si je suis pas tout à fait d'accord avec Bourdieu tout le temps, mais bon, c'est un détail. Et je crois que elle est vraiment difficile, votre question. Et je crois que finalement, cette présence, elle est très récente ici. Elle est très récente, donc sans recul, c'est difficile de... Je sais pas, je sais vraiment pas comment répondre à votre question en fait. Non, c'est vrai, je sais pas. Elle est compliquée cette question, mais je pense que je sais pas si je dois donner une clé ou pas une clé, mais je pense que le fait que, en fait, les Haïtiens là, ils sont somme toute peu nombreux. Ils sont peu nombreux ici. Ils sont largement peu nombreux, donc nécessairement les contacts avec les autres ils vont se faire rapidement et plus que les contacts, certainement on peut imaginer les alliances, etc. Alors après ça ne veut pas dire qu'ils vont rester peu nombreux, on ne sait pas ça, mais on n'est pas devin. Mais je pense que le petit nombre fait que peut-être qu'on verra, peut-être dans un an on les cherchera. Je ne sais pas. C'est difficile de répondre à cette question. Bueno, una pregunta difícil de responder. Ella dice que de cualquier forma cuando una población viene nunca es una relación parasitaria en el sentido de que siempre se enriquece y siempre las culturas traen y aportan, entonces eso seguramente se va a hacer, seguramente va a suceder, que no hay que olvidar que se trata de una presencia muy reciente y poco numerosa, el hecho de que sean relativamente, proporcionalmente pocos los haitianos que llegan, seguramente hará que muy rápidamente establezcan muchos contactos con la población local y que muy rápidamente se van a dar esos intercambios con los cuales se irán dando esos procesos de enriquecimiento mutuo y que bueno, es una pregunta difícil y habrá que ver qué es lo que sucede.
Bueno, lamento no poder decir más que eso, pero eso es lo que se puede decir. Sí, muy bien. ¿Todavía tenemos tiempo de una? Sí, una más. Ok. Pues. Merci bien pour la présentation qui est intéressante, importante. J'ai une question sur les Haïtiens à Tijuana. C'est tout le français je peux parler. So, ahora voy a hablar en español. En tus entrevistas con los haitianos en Tijuana, has podido descubrir por qué todos ellos o sus líderes conocían muy bien la ley de inmigración de Estados Unidos y por eso llegaron a Tijuana. Muy cortito, gracias. Donc ils connaissent bien, pour les raisons pour lesquelles ils connaissent bien la loi aux Oui, États-Unis. si tu sais déjà pourquoi elle connaissait si bien. Ah bah parce que c'est, enfin, c'est presque évident. Enfin, parce que ça se transmet et qu'ils sont, tout le monde les a prévenus. Enfin, les Haïtiens aux États-Unis sont très nombreux depuis très longtemps. Et la loi, ils la connaissent mieux que moi, enfin largement. Et les stratégies pour contourner éventuellement la loi, ils les connaissent aussi mieux que moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déportés pour autant, mais ils le connaissent. Et je crois que c'est intéressant d'observer là, d'un point de vue pour une analyse comparée, toujours pareil, que d'après ce que je sais, hein, on en est toujours là, il semble que alors ça vient peut-être de la politique migratoire, mais il semble que les Haïtiens voulant entrer aux États-Unis ou étant aux États-Unis connaissent bien mieux la loi que ceux qui sont en France et dans les territoires français d'outre-mer. Est-ce une raison, moi je ne connais pas assez les États-Unis, est-ce que la raison elle est à chercher dans le fait que les modifications sont peut-être moins nombreuses ou moins complexes ou moins radicales qu'en France, mais on a une adaptation aux politiques migratoires qui est remarquable, d'autant plus remarquable qu'on a des gens qui n'ont pas été longtemps scolarisés, n'ont pas une pratique de l'écrit toujours. Alors, je parle des gens auprès desquels j'ai travaillé. On ne peut pas généraliser, bien sûr, qu'il y a une élite haïtienne présente aux États-Unis, hein, mais voilà, qui n'ont pas un rapport à l'écrit qui est le nôtre. Enfin voilà. Donc, néanmoins, il y a une capacité à maîtriser des codes de politique migratoire qui est saisissante. Et c'est un savoir-faire migratoire, en fin de compte. Mais il est intéressant de comparer ce savoir-faire migratoire à d'autres savoir-faire migratoires dans d'autres contextes. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Moi, chaque fois, je suis très étonnée de ça. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question non plus. Sí. Bueno, básicamente la respuesta es que están al tanto porque hay muchos familiares haitianos que viven en Estados Unidos que conocen la ley, que están informados y que transmiten entre ellos mismos, entre sus propios familiares, a través de sus propias redes, la información respecto a la política migratoria, incluso sobre las modificaciones a la política migratoria. Y dice que es interesante ver que hay un contraste entre el conocimiento que tiene esta población que está más vinculada con Estados Unidos con respecto a la población que está más vinculada con Francia, porque no tienen un conocimiento tan detallado, tan fino de la política migratoria para ir a Francia y de las modificaciones que se han hecho, de las transformaciones, que en el caso de quienes viven en Estados Unidos y quienes van a Estados Unidos están perfectamente informados, incluso quienes tienen un nivel de escolaridad muy bajo. Hay quienes tienen un grado de escolaridad muy bajo y sin embargo, a pesar de ello, están perfectamente al tanto de cuál es la legislación migratoria, cuándo se modifica, cómo funciona. Entonces, que es a través de las propias redes que ellos están al tanto de cómo funciona la cuestión de la legislación. Si je peux me permettre, je vais ajouter un élément. Par exemple, on peut... alors tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner l'élément selon lequel il arrive que dans certains cas, la personne qui quitte Haïti, elle ne sache même pas qu'elle va quitter Haïti. Hop, demain, on lui a préparé son voyage. Ça, c'est un premier point sur lequel je n'ai pas insisté tout à l'heure. Mais une chose intéressante aussi en lien avec cette question, c'est que, par exemple, on a là des gens qui ne maîtrisent pas du tout, qui seraient incapables de placer sur une carte le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, bon, les pays qui traversent hein, depuis le Colombie, Panama, etc., mais qui par contre ont une connaissance de la législation très pointue. Voilà, ça fait partie de ces paradoxes-là, mais bon, c'est un élément... Sí.
Sí, que puede parecer paradójico que hay gente que quizá ni siquiera pueda señalar en un mapa dónde está Costa Rica, dónde está Nicaragua, que no tienen el conocimiento que les permita mostrarte en un mapa dónde están y que sin embargo conocen perfectamente las características de las legislaciones que les permiten o no circular en estos lugares, que forma parte de su acervo de experiencia migratoria que se transmiten entre migrantes y que este conocimiento... La famille qui finance le voyage, elle informe. Y que la familia que va a financiar el viaje es quien está al tanto y quien le va a informar. Esto también es paradójico o es contrastante con el hecho de que, como les dijo Maud, en muchas ocasiones los viajes, la salida se oculta hasta el último momento. Entonces, en ocasiones puede haber personas que no saben que su familia está preparando su salida hasta el momento en el que les informan que se van a ir. Esto por aquello de la idea del secreto para evitar la envidia, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, el conocimiento, sí que no es sistemático, pero que en algunos casos puede suceder, pero que este conocimiento y esta información transita a través de las redes, principalmente de las familias, y principalmente desde quienes están establecidos ya en Estados Unidos. C'est-à-dire qu'on n'a pas de maisons de migrants en Haïti qui vont enseigner, hein. Ça c'est certain, c'est une information qui circule au sein des réseaux de migrants. Ça c'est... Sí. Sí, son las redes las que... Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, nos encantaría seguir platicando, pero el tiempo ya nos rebasó. Creo que entonces simplemente quiero agradecerles a nombre de Maud y en el mío propio que hayan venido aquí y de parte del COLEF agradecerle a Maud que haya venido y entregarle una constancia en agradecimiento a su... Merci beaucoup, muchas gracias, c'est tout ce que je sais dire. Merci.